Le cinéma sonore ouvre ses portes au théâtre qui occupe la place et l'entour de Barbelé. Deux sortes de films, ceux qui emploient les moyens du théâtre, acteurs, mise en scène, etc., et se servent de la caméra afin de reproduire, ceux qui emploient les moyens du cinématographe et se servent de la caméra afin de créer. Le cinématographe est une écriture avec des images en mouvement et des sons. En 3 points, Robert Bresson consigne ici dans ses carnets de notes quelques distinctions qu'il juge fondamentales pour distinguer le cinéma, ou cinématographe selon son appellation, du théâtre. Il déplore notamment que le cinéma sonore a trop permis au théâtre filmé de s'implanter dans le 7e art, minimisant ainsi sa puissance et son intérêt. Car déjà pour lui, avoir recours à des acteurs ou actrices qui bien souvent viennent du théâtre et ont une formation théâtrale et qui donc vont travailler leur rôle et agir comme les comédiens et comédiennes de scène qu'ils sont, c'est déjà inscrire son film dans de la reproduction de théâtre. Et en le filmant, le réalisateur n'est que dans une position similaire au photographe qui capture une toile ou une sculpture. Il n'est donc pas un artiste, il ne crée rien, et comme le spectateur qui contemple avant tout la peinture et non un travail de photographie, dans le cas d'un film, il regardera avant tout des considérations théâtrales, comme la performance d'acteur et non la cinématographie devant lui. Or, la force du théâtre, justement selon Bresson, est dans cette coprésence, dans cette rencontre entre un public physiquement présent dans la salle qui observe des comédiens et comédiennes en chair et en os se mouvoir et dialoguer sur scène, quelque chose qui ne peut être capturé et restitué par la caméra et la projection, qui non seulement efface cette matérialité, mais dont aussi l'œuvre produite peut tout à fait être regardée en solitaire. En un sens donc, l'art de l'acteur sera nécessairement minimisé dans une salle de cinéma, et il ne sera jamais aussi puissant et fort qu'au théâtre, sur scène, face à un public. Pour éviter de poursuivre sur cette voie qui lui paraît être une erreur de parcours, Robert Bresson va développer une approche différente, celle de travailler avec ce qu'il appelle des modèles. Tu te souviens de ce que je t'ai promis il y a beaucoup d'années sur ce banc? Que je n'en aimerais pas d'autres. Mais moi, Jacques, je ne suis pas sûre de t'aimer. Le cinéaste français va refuser d'avoir recours à des acteurs, c'est-à-dire à des gens qui sont professionnels, connus et formés à l'art de l'interprétation. Lui ne veut pas de gens qui imitent dans ses films. C'est ce qui leur donne notamment cette touche particulière, déjà car il emploie des noms professionnels, même si certains ont pu voir leur carrière prendre grâce à un premier film avec Bresson, ce probablement malgré lui, même s'il fallait s'y attendre étant donné qu'il travaillait probablement souvent avec des jeunes tout de même intéressés par ce milieu artistique, et aussi touche particulière car il compose avec eux différemment. Déjà, ces modèles sont uniques, il ne voulait pas retourner avec une même personne. Ils servent pour un rôle, pas plus. Si le public revoit sinon un même visage dans un autre film, il verra et comprendra que celui-ci imite, et ça, il n'en veut pas. Et le nom de modèle, Bresson l'emprunte à la peinture, milieu dont il provient à la base avant le cinéma. Il veut retrouver justement ce rapport, celui du modèle qui inspire l'œuvre du peintre par sa plastique, son corps et son âme. Le cinéaste recrutait ces modèles en se basant sur qui ils étaient en vrai, leur faciès, leur corps, leur façon de se mouvoir, leur personnalité, ce genre de choses. Il fallait simplement qu'ils correspondent à la vision qu'il se faisait de son film. Et il ne leur demandait jamais de falsifier des émotions, de composer leur rôle, d'imiter une action comme la joie, la tristesse et j'en passe. Vraisemblablement, il leur indiquait peu avant le tournage quoi faire et quoi dire, et les modèles transmettaient ensuite l'information avec leur personnalité. Tu l'aimes tant que ça? C'est toi que j'aime, Michel. Lui, c'est autre chose. Pas un véritable amour. Quoi alors? Je ne sais pas. À tort, on peut être amené à considérer que ces modèles sont froids et inexpressifs. Mais s'ils le sont, ça n'est pas non plus nécessairement une volonté du cinéaste. Déjà car il n'y avait pas de direction de jeu, mais aussi car lui-même disait qu'il cherchait à avoir des modèles expressifs involontaires et non pas des inexpressifs volontaires. C'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait autorisés à montrer des émotions pour peu que celles-ci étaient sincères et vraiment ressenties, tant qu'elles n'étaient pas feintes et imitées, en d'autres termes. Un modèle pouvait pleurer s'il était réellement triste, un modèle pouvait sourire s'il se sentait réellement jovial, il avait le droit de se laisser surprendre par ses propres émotions. Et c'est ce qui contribue à donner ce grain si particulier au film de Bresson. Contrairement à nos habitudes de visionnage, les personnages à l'écran ne jouent pas, n'imitent rien. Ils disent les choses simplement et ne semblent être que des relais plastiques, en quelque sorte. J'aime mieux mourir que de révoquer ce que notre Seigneur m'a fait faire. Et je crois fermement qu'il ne permettra pas que je tombe si bas, sans venir à mon secours et par miracle. Puisque vous portez l'habit d'homme par la volonté de Dieu, pourquoi demandez-vous une chemise de femme en cas de mort? Il me suffit qu'elle soit longue.
Quoi qu'on en pense, je trouve qu'il est intéressant de re-questionner cette idée de la performance de l'acteur ou de l'actrice, qui prend parfois une place beaucoup trop centrale dans un film. Car pour reprendre son analogie avec une toile, on n'encense pas une peinture en disant « bravo au modèle », on encense plutôt, à raison, le travail du peintre, de l'artiste. Or le cinéma est justement un lieu où le modèle se retrouve parfois plus encensé que l'artiste principal d'une œuvre. C'est quelque chose qui m'interpelle souvent, quand un film est surtout mis en avant pour une soi-disant impressionnante performance d'acteur ou d'actrice, parce qu'il s'est métamorphosé, parce qu'il a longuement travaillé son élocution, parce qu'il a transformé son corps, parce que ça lui a pris du temps, et j'en passe. On semble oublier ici qu'il faut avant tout juger un produit cinématographique. Et comme disait aussi Bresson, un film ne peut pas être un spectacle, parce que le spectacle exige la présence en chair et en os. Pourtant, à encenser une performance, on vante le soi-disant spectaculaire du cinéma, alors qu'il ne sera jamais aussi fort qu'au théâtre, car il y a tournage, il y a cadrage, il y a prises multiples, il y a montage, énormément de choses faisant que, en connaissance de cause, il est difficile de s'émerveiller d'une performance. Prenons un exemple, beaucoup ont salué DiCaprio pour sa performance dans The Revenant, car il se serait beaucoup donné, notamment en se baignant vraiment dans de l'eau froide pour une scène. Mais ça, c'est une connaissance hors de l'œuvre en tant que telle. À la regarder, peu m'importe si l'eau est chaude ou froide, je ne sais pas non plus s'il lui a fallu 100 prises pour en extraire une convaincante. Avec des considérations extra-esthétiques, le cinéma peut me faire croire que n'importe qui est bon comédien ou bonne comédienne. Au théâtre, en direct, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est malheureusement une tendance qui a le vent en poupe, celle du biopic hollywoodien où l'on s'extasie devant un acteur qui copie, mime, imite une figure historique, le tout en étant bien maquillé et en enrobant d'un narratif comme quoi il aurait passé des mois à étudier longuement la prosodie et la gestuelle du rôle qu'il doit incarner. Mais ce sujet fera l'objet d'une ou plusieurs vidéos consacrées à l'actor studio et ce que cette vision du jeu a engendré. We shall go on to the end. We shall fight in France. Car moi, personnellement, je suis partagé. J'aime beaucoup DiCaprio et j'aime beaucoup de gens que l'on pourrait qualifier de bon acteur ou bonne actrice. Mais je suis aussi toujours très ennuyé devant un biopic américain et perplexe quand quelqu'un me vend un film en mettant en avant une superbe performance de jeu. Pour moi, ça ne doit jamais être l'élément central ou primordial d'un film. Justement car comme dit plus haut, la performance relève du spectaculaire et que le cinéma n'est pas le médium idéal pour développer du spectaculaire. Cela me fait penser à Nietzsche qui, dans La naissance de la tragédie, évoque deux pôles dans l'art. L'apollinien et le dionysiaque. Pour résumer très rapidement, la recherche du beau et la contemplation relèvent de l'apollinien, et de l'autre côté, il y a l'extase qui relève du dionysiaque. Et l'on pourrait placer les arts sur un axe qui va de l'un à l'autre, la peinture étant par exemple un art très apollinien, et la musique un art beaucoup plus dionysiaque. Et pour ce qui est des deux arts à l'étude dans cette vidéo, le théâtre est probablement beaucoup plus dionysiaque que le cinéma, car le théâtre réunit des gens en un même endroit, fait interagir en direct des corps, nous fait communier en un sens, là où le cinéma, lui, viserait à quelque chose de plus apollinien, car il peut être plus solitaire, car il est plus cadré et millimétré, car il permet donc de mieux s'adonner à de la contemplation. Le philosophe allemand en parle ainsi dans Le Crépuscule des idoles. L'ivresse apollinienne excite surtout l'œil qui en reçoit le pouvoir de vision. Le peintre, le sculpteur, le poète épique sont des visionnaires par excellence. Dans l'état dionysiaque, au contraire, c'est l'ensemble de la sensibilité qui est excitée et exacerbée au point de décharger d'un seul coup ses moyens d'expression et d'intensifier à la fois son pouvoir de représentation, d'imitation, de transfiguration, de métamorphose, tous les modes de l'art du mime et du comédien.